Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la loi de finances ivoirienne, qui est d'ailleurs le premier événement CFC de l'année. Alors, cette initiative d'organiser ce webinaire a émergé dans le cadre du groupe de travail finance. Je ne sais pas si, Anissa, je peux commencer? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah, ok, très bien. Oui, c'est bon, tout est bon. Tout est bon, ok. Donc, bonjour Marat, je ne sais pas si tu es là. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on va commencer ce webinaire. Et je voulais juste, peut-être en guise d'introduction, rappeler que ce webinaire a émergé dans le cadre du groupe de travail finance. Et là, j'aimerais rappeler qu'il y a eu plusieurs groupes de travail qui regroupent les experts de la communauté CFC, qui travaillent ensemble en intelligence collective. Nous avons le groupe de travail finance, le GTRH, qui a aussi été très actif, puisque nous avons publié l'année dernière un guide sur le droit social en Afrique et on a tenu même un webinaire dans ce sens, dès le début de la crise Covid, pour éclairer les employeurs sur ce qui était possible de faire dans les différents pays. Nous avons également le groupe de travail juridique, le groupe de travail assurance. On a également une plateforme qui regroupe tous les cabinets de conseil et bien d'autres. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mahat Shraibi, qui est le lead du GT Finance et que je remercie pour son engagement continu à CFC. Alors Mahat est expert comptable, partenaire chez PwC, en charge des activités juridiques et fiscales, des domaines où elle a une très longue expérience. Et Mahat a été présidente de la commission juridique et fiscale du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables jusqu'à récemment. Elle est également et actuellement présidente de la branche marocaine de l'association IFA, donc l'association de fiscalité internationale, et membre de la commission fiscale de la CGM. Mahat, c'est toi donc qui va modérer ce panel et qui va présenter les autres panélistes. Et sans plus tarder, je te donne la parole. Merci Lamia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de modérer ce webinaire qui est consacré aux mesures fiscales introduites par la loi de finances en Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de PwC Côte d'Ivoire qui a gentiment accepté notre invitation. Avant de leur céder la parole, je souhaiterais les présenter et je commencerai par Dominique Tati. Donc, Dominique est conseil juridique et fiscal. Il a plus de 25 ans d'expérience chez PwC. Il est donc l'associé en charge des activités juridiques et fiscales chez PwC Côte d'Ivoire. Il assure également la coordination des travaux juridiques et fiscaux dans la région ouest africaine, donc Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Togo. Dominique a été leader de l'activité juridique et fiscale en Afrique, de PwC Afrique francophone pendant de nombreuses années et actuellement il est président du board de PwC Afrique francophone subsaharienne. Il est également directeur fiscal du patronat ivoirien. Dominique Tati est titulaire du DJCE de l'Université de Rennes et d'un DEA de l'Université d'Abidjan. Alors, Adeline Messou, quant à elle, est directrice Tax and Legal et elle a plus de 15 ans d'expérience chez PwC Côte d'Ivoire. Adeline assure la coordination des activités prix transfert des clients de PwC en Côte d'Ivoire, mais également au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Togo et au Niger. Elle est titulaire d'un DESS, droit des affaires et fiscalité de l'université Montesquieu Bordeaux 4. Se joindra à l'équipe également Herman Gnanko. Lui est senior tax manager chez PwC Côte d'Ivoire. Il est en charge des publications fiscales et il travaille beaucoup sur la doctrine de l'administration fiscale ivoirienne. Donc, avant de céder la parole donc, à l'équipe PwC Côte d'Ivoire, je voudrais juste rappeler aux participants
que vous pourrez poser vos questions via le chat et nous les prendrons au terme de la présentation. À toi la parole, Dominique. Et encore merci d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Oui, merci Matt pour cette introduction. Je voudrais profiter en tout cas pour souhaiter mes voeux à l'ensemble des participants à ce webinaire, mes voeux de santé et de prospérité pour la nouvelle année. Ce qu'il faut savoir, et je crois que Matt l'a déjà dit, c'est que PwC Côte d'Ivoire est une firme importante en Côte d'Ivoire avec des activités d'audit et de conseil, et que le bureau d'Abidjan, effectivement, est en charge donc des activités en Afrique de l'Ouest. Alors, nous participons, je crois que tu l'as dit déjà, Matt, auprès du patronat ivoirien aux discussions sur la réforme fiscale. Et à ce propos, ce qu'il faut savoir, c'est que l'actualité fiscale cette année, au niveau du gouvernement, se focalise sur le taux de pression fiscale que les autorités ivoiriennes considèrent comme étant très bas. Donc, de plus en plus, on pense à un élargissement de l'assiette fiscale par la recherche donc, de nouvelles niches d'imposition. Bien sûr, le gouvernement indiquait qu'il ne souhaitait pas majorer nécessairement les impôts traditionnels actuels, c'est-à-dire augmenter les taux d'impôt, mais l'objectif est vraiment d'élargir l'assiette, d'aller rechercher en fait un peu, je dirais, toutes les opérations, tous les contribuables qui payent beaucoup moins d'impôts, afin donc d'élargir cette assiette fiscale et recouvrer davantage. Donc, tout ceci passe évidemment par une amélioration des recouvrements selon l'administration. Et il faut savoir qu'il y aura de plus en plus de contrôles fiscaux, d'après ce que le gouvernement a indiqué, pour s'assurer que les entreprises sont de plus en plus, je dirais, compliantes au regard donc de leurs obligations fiscales. Alors, l'année fiscale 2021 est un peu le reflet de ces objectifs, parce que dans cette année fiscale, vous verrez qu'il y a beaucoup de mesures de renforcement des moyens de l'État. Ce sont des mesures qui vont venir justement, on va dire, renforcer l'État, conforter l'État dans ses prérogatives, mais aussi augmenter les recettes fiscales à travers donc un certain nombre de taxes que vous verrez cette année, qui vous seront présentées dans le cadre de ce webinaire. Alors, voilà ce que je voulais dire vraiment rapidement en termes d'introduction à cette présentation. Je laisserai la parole donc à un membre de l'équipe, Adeline Messou, qui vous a été présentée tout à l'heure pour donc la première partie de la présentation. Adeline, si tu peux débuter la présentation. Bonjour à tous. Comme l'a annoncé Dominique tout à l'heure, notre propos concernant la présentation de l'année fiscale de ce matin va s'articuler autour de 3 points. Le premier, ce sont les mesures de renforcement des moyens de l'État. Le deuxième, ce sont les mesures de soutien à l'économie. Et le troisième, ce sont des mesures techniques de rationalisation. Donc, en ce qui concerne les mesures de renforcement des moyens techniques de l'État, elles se déclinent, je dirais, en 2 points. On a un premier volet de mesures qui consiste au renforcement des obligations déclaratives des entreprises. Le but de ce renforcement des mesures des entreprises, des obligations déclaratives est justement de permettre à l'administration de collecter le maximum d'informations possibles sur les différents contribuables qui opèrent sur son territoire afin de pouvoir mieux suivre leurs activités et de mieux pouvoir contrôler justement les impôts générés par les activités de ces contribuables. Et les deuxièmes mesures sont des mesures justement qui tendent à l'élargissement de l'assiette de l'impôt ou à l'augmentation du taux de certains impôts afin de pouvoir permettre à l'administration fiscale justement de pouvoir renflouer, je dirais, ses caisses. Donc, pour ce qui est des premières mesures, de renforcement des obligations déclaratives, on va dire la première concerne les transactions intra-groupes. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, toutes les entreprises qui appartiennent à un même groupe et qui réalisent des opérations avec des membres de ce groupe-là qui sont situés à l'étranger sont tenus à la fin de chaque année de déclarer justement l'ensemble des transactions intervenues en cours d'année sur un état spécifique qu'on appelle l'état des transactions intra-groupes. La mesure a été introduite depuis l'année fiscale 2017
L'administration fiscale estime qu'elle n'est pas suffisamment respectée par les différents contribuables. Donc, aujourd'hui, ce qu'elle a fait avec l'année fiscale 2021, c'est de prévoir justement une amende d'un montant de, je dirais, 3 millions de francs CFA, ce qui fait à peu près 4 500 € pour obliger justement les entreprises à respecter cette obligation qui est la sienne. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Vous m'entendez là? Oui. Ok, excusez-moi. Donc, en termes de mesures, la deuxième mesure concerne justement le renforcement, je dirais, des informations à fournir à l'administration fiscale en fin d'année. C'est dit, avec le CISCOADA révisé, les entreprises ont l'obligation de compléter un certain nombre d'états annexes. L'administration fiscale estime qu'à la pratique, ces états ne sont pas suffisamment ou correctement renseignés, alors que le renseignement de ces différents états lui permettrait d'avoir un certain nombre d'informations qui lui permettraient de mieux faire en fait ces opérations de contrôle. Donc, elle a décidé d'assortir justement le non-respect de ces obligations d'une amende qui est de 1 million de francs CFA, donc 1 500 € à peu près, lorsque les états ne sont pas fournis ou lorsqu'ils sont fournis en retard. Ajouté à cela, les entreprises ont également, toujours dans le cadre de l'établissement de la production de leurs états financiers en fin d'exercice, de fournir l'état des provisions qui ont été constituées en cours d'année. Les entreprises telles que les banques et les assurances doivent joindre à leurs états financiers, en plus des états annexes qui sont requises pour tout le monde et des états des provisions, elles sont également tenues de fournir en fait le détail de certains comptes spécifiques qui sont notamment les comptes de gestion en ce qui concerne les banques et en ce qui concerne les compagnies d'assurance, ce sont les comptes de charges et de produits par nature. Le but de toutes ces diligences est toujours de permettre à l'administration fiscale de capter le maximum d'informations possibles pour mieux comprendre en fait les activités de ces opérateurs et mieux appréhender les revenus y afférents. L'autre mesure qui a été introduite par l'année fiscale 2021, c'est l'obligation qui est mise désormais à la charge des entreprises qui ferment de désigner un représentant légal pour conserver les documents qui sont soumis au droit de communication de l'administration fiscale. Ces documents-là renvoient simplement en fait à l'ensemble de la comptabilité, donc balance, grand livre et l'ensemble des pièces comptables. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a l'obligation de les conserver normalement pendant 10 ans. L'administration, dans ce laps de temps, peut les requérir à tout moment. Donc, pour permettre à l'administration d'effectuer son contrôle, y compris pour des entreprises qui ont fermé et qu'elle n'a pas eu l'occasion de redresser peut-être au moment de la fermeture, de poursuivre ces diligences de contrôle, il est prévu désormais qu'elles doivent désigner ces entreprises-là un représentant. Et le non-respect de cette obligation est assorti d'une sanction qui est une amende d'à peu près 3 000 €. Qui est payé solidairement par l'entreprise qui ferme et par ses principaux actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 25% de son capital social. L'autre obligation concerne les déclarations de TVA. En Côte d'Ivoire, les entreprises qui sont soumises à une obligation de collecte de TVA doivent souscrire la déclaration de TVA, même quand elles n'ont pas en fait d'opération taxable au titre de la période, dès lors qu'elles ont commencé leurs activités. Donc, pour certaines, elles peuvent être emmenées à souscrire une opération, des déclarations néant. À la pratique, on a constaté que certaines entreprises ne le font pas. Donc, l'administration fiscale, en fait, avec le législateur, ont convenu de mettre l'amende qui existait antérieurement, qui était à peu près 30 000 €. Désormais, cette amende-là est beaucoup plus importante puisque le montant varie de 150 € à 1 500 € en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, pour les grandes entreprises, ça sera 1 500 € lorsque l'obligation de déclaration mensuelle de TVA n'est pas respectée.
majoré de 150 € par mois de retard. Et pour les entreprises un peu plus petites, le montant va en décroissant. Comme autre obligation qui a été mise à la charge des contribuables vivant en Côte d'Ivoire cette fois-ci, ce n'est pas que pour les entreprises, mais ça vaut également pour toutes les personnes physiques et morales qui font des acquisitions immobilières. L'administration fiscale s'est rendue compte que le défaut de communication sur les transactions immobilières qui interviennent ne permettent pas à l'administration de justement appréhender les impôts liés à la propriété et aux revenus immobiliers. Du coup, pour pallier cette insuffisance, l'administration fiscale avec le législateur ont décidé que désormais, toutes les transactions immobilières doivent faire l'objet d'une déclaration formelle par la personne qui fait l'acquisition d'un immeuble et par le notaire qui prête son concours à la rédaction justement de l'acte d'acquisition de cet immeuble-là. Donc, le non-respect de cette obligation de communication par l'acquéreur est sanctionné par une amende d'à peu près 750 000 € et le notaire qui prête son concours à la réalisation de cette opération qui ne communique pas l'information peut également être soumis au paiement d'une amende d'à peu près 4 500 €. Parallèlement, il est donné pouvoir aujourd'hui à certaines administrations de procéder à des inscriptions dans leur livre des véritables propriétaires de certains biens dans le but justement de permettre à l'administration fiscale de procéder au recouvrement des impôts afférents à la propriété ou aux revenus liés à ces biens-là. Donc là, nous avons fait le tour des mesures relatives aux obligations déclaratives qui sont mises à la charge des contribuables installés sur le territoire de Côte d'Ivoire. Là, on va passer maintenant à la présentation des mesures tendant au renflouement des caisses de l'État. Et ces mesures-là se résument, je dirais, en 2 ou 3 principaux points. Le premier point, c'est la suppression de certaines exonérations qui existaient au niveau de certains impôts, comme l'impôt sur le revenu, la contribution des patentes, ou l'impôt sur le chiffre d'affaires comme la TVA. Le deuxième point, c'est l'élargissement, on va dire, de l'assiette de certains impôts ou le relèvement du taux ou du montant de ces impôts-là. Et le troisième point, c'est qui concerne principalement la TVA, qui consiste ici en non-élargissement, on va dire, en une exclusion, on va dire, de certains contribuables du bénéfice de certains avantages spécifiques en matière de TVA. Donc, pour être plus précis, en matière de TVA, l'administration fiscale a décidé que certaines opérations comme les formations qui étaient réalisées par certaines entreprises ou certains organismes qui étaient agréés par le Fonds de formation professionnelle continue, qui étaient jusqu'ici exonérés de TVA dans le souci de favoriser les formations. Désormais, ce type d'opération-là est passible TVA. Il a également été institué, en fait, la TVA sur certains produits spécifiques comme le riz, mais une catégorie de riz bien particulière. On va parler de riz de luxe. Bon, c'est une mesure qui devrait être normalement précisée par les autorités, par les différents ministères en charge de cette denrée alimentaire. Il y a également que désormais, des produits comme la viande et le lait infantile qui sont importés des pays hors CEDEAO sont passibles désormais de la TVA au taux de 9%. On va dire pour ce qui est de la viande, jusqu'ici, il n'y avait pas de taxation. Désormais, il y a une taxation au taux de 9%. Il y a également qu'en Côte d'Ivoire, les entreprises qui produisent des biens et qui les exportent peuvent bénéficier en fait du remboursement de leur crédit de TVA. Alors, il y a 2 régimes de remboursement de crédit de TVA. Il y a la procédure de remboursement accéléré qui, elle, se fait généralement dans un délai de 15 jours à peu près, et il y a la procédure normale de remboursement du crédit de TVA qui prend un délai moyen de 2 mois à peu près. Donc, sont éligibles normalement à la procédure de remboursement accéléré les entreprises qui réalisent 75%, on va dire, de leur chiffre d'affaires à l'exportation. Et avant la loi de finances 2021, étaient concernés tout type d'exportation. C'était les exportations par voie terrestre, par voie aérienne et par voie ferroviaire.
Avec l'année fiscale 2021, le législateur a considéré que le délai de 15 jours qui était imparti à l'administration fiscale pour traiter ces dossiers de remboursement de crédit de TVA était court dans le cadre justement des exportations par voie terrestre parce que l'administration ne disposait pas de suffisamment de temps pour collecter les informations auprès des administrations douanières impliquées justement dans le processus d'exportation des biens. Donc, pour permettre à l'administration d'avoir un meilleur temps d'appréciation, d'analyse et d'études des demandes de remboursement de crédit qui lui sont soumises, la loi fiscale 2021 décide que désormais, les entreprises qui exportent leurs produits par voie terrestre ne peuvent plus bénéficier de la procédure accélérée. Elles sont toujours éligibles au remboursement de leur crédit de TVA, mais désormais, le remboursement va se faire dans le délai d'instruction de 2 mois, prévu pour toutes les autres entreprises qui ne bénéficient pas, en fait, qui ne sont pas soumises à la procédure accélérée. En termes d'autres mesures pour permettre de renflouer les caisses de l'État, on a en fait les droits d'assises. Certains produits en Côte d'Ivoire sont passibles de droits d'assises. Au rang de ces produits figurent notamment des produits comme l'alcool, comme le tabac ou certains produits cosmétiques. Jusque-là, on va dire que l'assiette des produits cosmétiques soumis au droit d'assises de 10% était relativement réduite. Avec la loi fiscale 2021, on a élargi, on va dire, cette assiette-là. Désormais, tous les produits de beauté, du style maquillage, tous les produits capillaires, shampoings et autres préparations, les parfums, les déodorants, tous ces produits-là, désormais, sont passibles d'un droit d'assises de 10%. Maintenant, concernant les produits de beauté qui comportent de l'hydroquinone dans leur composition, le droit d'assises a été mis à 50% parce qu'on estime que l'hydroquinone, c'est une substance qui peut être dangereuse. Donc, dans un souci de protection de la santé publique, on a augmenté le taux de droit d'assises pour dissuader justement une certaine catégorie de la population qui serait encline à utiliser ces produits dans l'utilisation. On a également augmenté le taux de droit d'assises de 38 à 39% en ce qui concerne les tabacs. On a également précisé le régime, on va dire, de droit d'assises concernant les produits alcoolisés qui titraient exactement 35%. Il faut savoir qu'avant la loi de finances 2021, ces produits-là particulièrement, il y avait un flou puisque la fourchette, c'était jusqu'à 35%, moins de 35% et après, le texte disait plus de 35%. Donc, la catégorie de produits alcoolisés qui titrait 35% n'était pas très clair et l'administration fiscale a constaté qu'à la pratique, ces produits-là échappaient au droit d'assises. Désormais, il est prévu de les soumettre au droit d'assises au taux de 45%. Il a également été précisé que certains produits qui étaient considérés comme des intrants, c'est des produits importés considérés comme des intrants, échapperaient au droit d'assises à partir du moment où elles ont la qualification et sont déclarées comme intrants à leur importation parce qu'elles doivent servir à la fabrication d'autres produits qui eux-mêmes sont passibles également de droit d'assises. Donc ici, c'est pour éviter une double taxation de ces produits-là. En termes d'autres mesures dans le but d'augmenter, on va dire, les recettes fiscales, ce sont les mesures concernant la redevance d'occupation de domaine public qui a été revue à la hausse. Pour certains, l'assiette a été étendue à 2, 3 fois, voire plus, pour permettre justement à l'État de Côte d'Ivoire de renflouer ses caisses. Désormais, toutes les cessions d'actions directes réalisées par des personnes physiques situées en Côte d'Ivoire sont passibles de l'impôt sur les revenus de valeur mobilière au taux de 15%. Il faut savoir qu'avant 2021, la mesure n'existait pas. Les cessions de droits d'action étaient juste passibles d'un droit de 1%, qui est un droit de mutation. Désormais, en plus du droit de 1%, il y a un droit de l'IRVM au taux de 15% qui est également dû. Donc ici, c'est une taxation de la plus-value et non du prix de cession qui est intervenu. L'ANES fiscale, dans sa monture originale, a prévu que la taxe s'appliquerait aux personnes qui interviennent en Côte d'Ivoire. L'administration fiscale, dans les commentaires de cette annexe-là, a précisé que la mesure est limitée en fait aux personnes physiques.
Désormais, tous les actes de société, notamment les procès-verbaux de décision, sont soumis à une formalité d'enregistrement obligatoire et font lieu d'un paiement de droit fixe de 18 000 francs, donc un peu moins de 30 €. Bon, il y a une taxe qui a été instituée également pour l'occupation du domaine public maritime et lagunaire, mais cette taxe-là, aujourd'hui, elle n'est pas effective encore parce que les modalités de son application devront être précisées ultérieurement. En termes de mesures de soutien de l'économie, nous avons, on va dire, deux principales mesures. La première concerne les banques et les établissements financiers et la deuxième concerne, je dirais, les assureurs. Il faut savoir que depuis 2016, il y a eu une instruction de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui oblige les banques justement à passer en perte certaines créances qui jusque-là étaient classifiées, enregistrées comme des créances douteuses en fait. Désormais, les créances douteuses et irrecouvrables comptabilisées par les banques à l'issue d'une durée de 5 ans doivent être déclassées carrément en perte. Donc, il n'y avait pas de disposition fiscale interne qui permettait aux banques de déduire les pertes qui étaient constatées à la suite de la mise en œuvre en fait, de cette obligation qui était imposée par l'instruction de la BCEAO. Donc, la loi des finances 2021 permet aux banques désormais de déduire ces pertes qu'elles ont constatées du fait de la mise en œuvre de cette norme prudentielle, mais la déduction doit quand même respecter un certain nombre de conditions. La loi a prévu 5 conditions qui sont cumulatives. Donc, les créances considérées doivent avoir fait l'objet de provisions. Elles doivent également être déclarées sur un état spécifique qui est communiqué normalement à la BCEAO, qui désormais doit être joint aux états financiers. Elles doivent également, ces créances-là doivent être accompagnées d'un état des diligences qui ont été accomplies en vue de leur recouvrement pour permettre à l'administration fiscale de s'assurer quand même que ces créances qui ont été déclassées en perte ne l'ont pas été déclassées sur un coup de tête et qu'en réalité, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises avant pour permettre leur recouvrement. Et puis, la dernière mesure, c'est que l'administration demande quand même qu'un tiers, comme un notaire, un huissier, certifie quand même que la créance est devenue recouvrable parce qu'il y a des diligences qui ont été faites ou qu'on est dans l'impossibilité d'accomplir des diligences en vue de leur non-recouvrement. Donc, la deuxième mesure concernant le soutien à l'économie est relative aux produits d'assurance vie. Jusqu'ici, les intérêts qui étaient versés aux souscripteurs de produits d'assurance vie étaient passibles en fait d'un impôt en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'impôt sur les revenus des créances. Donc, dans le but de favoriser l'épargne longue durée, la loi de finances 2021 a décidé que ce type de produit-là qui était versé aux souscripteurs de produits d'assurance vie ne devrait plus être soumis à l'impôt sur les revenus de valeur mobilière. Donc, voici, je dirais, ramasser les deux principaux types de mesures en fait prévues par l'année fiscale 2021. Là, je vais passer la parole à Herman qui va vous présenter en fait les différentes mesures de rationalisation. Merci. Bonjour. Adeline. Je vais arrêter le partage. D'accord, oui. Non, tu peux continuer le partage. Ah. Oui. Alors, avant que l'écran, voilà. Il faut dire que les mesures techniques de rationalisation en général sont des mesures de plus formes qui ont souvent, malheureusement, des incidences de fond sur les obligations des contribuables et de façon négative. Et même si la première mesure qu'on va analyser là maintenant concerne, si vous voulez, la suppression de l'obligation de production par les entreprises de l'état des factures reçues des imprimeurs fabriqués par elles-mêmes. Alors, il faut dire qu'avant l'année fiscale 2021, il y a une obligation qui était faite aux entreprises qu'elles produisent elles-mêmes les factures ou qu'elles les fassent produire par des imprimeurs, de déclarer trimestriellement ces factures-là. Mais le législateur a estimé que l'administration fiscale avait des moyens assez nécessaires pour essayer de contrôle de ces factures. Donc, dans le but d'alléger, n'est-ce pas, les obligations déclaratives des entreprises, on a décidé de supprimer cette obligation qu'il faut le dire, a fait le chou gras de l'administration fiscale pendant la période de Covid, puisque beaucoup d'entreprises ont été redressées
sur la base de cette obligation qui n'existe plus désormais. Deuxième mesure également dans le sens de la rationalisation du système fiscal ivoirien, il y a, si vous voulez, l'aménagement qui a été fait par rapport aux impôts relatifs aux propriétés non bâties qui font l'objet d'un bail emphytéotique. Alors, il faut dire qu'avant cette mesure, il y avait déjà un aménagement qui avait été fait il y a 3 ou 4 ans sur le bail emphytéotique portant sur des immeubles bâtis. Et là, le législateur avait décidé de partager l'imposition, c'est-à-dire que l'amphithéâtre devait payer l'impôt foncier sur la base des constructions et le bailleur ou le propriétaire sur les redevances ou les loyers qu'on lui verse. Cette mesure-là n'était pas prévue pour les propriétés non bâties. Alors donc, désormais, pour les propriétés non bâties, lorsque ces propriétés-là font l'objet de bail emphytéotique, l'amphithéâtre ne paye l'impôt qu'au titre de la détention du droit de superficie et le bailleur paye toujours l'impôt foncier sur la base des redevances qu'il perçoit dans le cadre du bail emphytéotique. Évidemment, l'impôt est déterminé dans ce cas-là selon les mesures, les dispositions qui sont prévues par l'article 165, c'est-à-dire sur la base de la valeur vénale du terrain nu ou sur le prix en cas de cession, sur le prix qui est indiqué dans l'acte de transaction. Ensuite, nous avons une autre mesure, toujours en matière d'impôt foncier. Alors, pour les entreprises qui relevaient de la DGE ou des CME, il faut dire que la DGE, c'est la direction des grandes entreprises qui gère, si vous voulez, toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires au-delà de 3 milliards. Et les CME, c'est le centre des moyennes entreprises qui concerne les entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 300 millions et 3 milliards. Alors, pour ces entreprises-là, il était prévu qu'elles devaient faire leur déclaration fiscale à des dates limites de 10, 15 et 20 février, selon la nature de leur activité. Alors, pour les entreprises industrielles, pétrolières et minières, c'était le 10. Pour les entreprises commerciales, c'était le 15. Et pour les entreprises de prestation de services, c'était le 20. Bon, malheureusement, on a reculé ces dates-là au mois de janvier, mais le délai entre la date d'entrée en vigueur de l'année fiscale, qui était le 8 janvier, et la date de déclaration était tellement court que de façon exceptionnelle pour l'année 2021, ce délai-là a été uniformément prorogé au 10 février. Ensuite, toujours pour harmoniser le système fiscal ivoirien, on a décidé d'apporter des aménagements aux dispositions relatives à la remise gracieuse. D'abord, pour le contentieux, il y a eu des aménagements concernant les autorités administratives compétentes et les délais pour exercer les recours ont été également réduits. Toutes ces mesures, en fait, sont prises pour faciliter un peu, n'est-ce pas, rendre un peu plus le contentieux un peu plus léger en réduisant les délais et en évitant la concentration, n'est-ce pas, des réclamations entre les mains d'une seule administration. En ce qui concerne le recours gracieux, si vous voulez, c'est lorsque vous ne contestez pas le redressement que vous avez fait, mais vous demandez une remise des pénalités. Alors, la mesure qui a été prise, en fait, c'est d'abord de faire des précisions sur les conditions d'octroi de la remise gracieuse, de faire la preuve de son incapacité financière. Et on a également aménagé la portée de la remise gracieuse. C'est-à-dire que lorsque la remise gracieuse est faite par une personne physique, elle peut porter aussi bien sur les droits simples que sur les pénalités. Par contre, lorsque cette remise gracieuse-là est faite par une personne morale, un professionnel, je dirais, elle ne porte que sur les pénalités. Également, on a apporté un aménagement à la transaction entre l'administration et le contribuable qui peut porter aussi bien sur les pénalités que sur le droit simple. Par la suite, c'est un peu le tableau qui résume un peu les mesures qui ont été prises, mais on va passer là-dessus. La prochaine mesure concerne, si vous voulez, le régime fiscal des prestataires de services pétroliers. Alors, les prestataires de services pétroliers en Côte d'Ivoire bénéficient d'un régime simplifié. Un régime simplifié qui allège un peu la fiscalité de ces prestataires pour les encourager en tout cas à participer aux opérations d'exploration
et d'exploitation des flux pétroliers. Alors, ce régime-là a été aménagé à deux niveaux. D'abord, au niveau du champ d'application des conditions d'application du régime. Au niveau du champ d'application, il faut savoir qu'avant l'année fiscale 2021, ce régime-là ne concernait que les prestataires de services de nationalité étrangère. Désormais, avec l'année fiscale 2021, les prestataires de services locaux en matière pétrolière bénéficient également de ce régime-là. Mais sauf que les conditions d'application ont été restreintes. Parce qu'avant l'année fiscale 2021, il faut dire que le régime pouvait bénéficier aux personnes qui étaient des sous-traitants des prestataires de services pétroliers. Désormais, avec l'année fiscale 2021, ce régime ne concerne que seulement les prestataires de services pétroliers qui ont un contrat exclusif et direct avec les compagnies pétrolières. Au niveau du taux de la base imposable de l'imposition forfaitaire, d'abord au niveau de la base imposable, avant 2021, c'était sur le montant total du chiffre d'affaires. Avec l'année fiscale 2021, on a réduit la base qui est portée à 10%. C'est une base forfaitaire fixée à 10% du chiffre d'affaires. Au niveau du taux, il y avait un taux unique de 6% qui est maintenant, on distingue maintenant deux taux. Un taux de 6% pour les prestataires de services des entreprises pétrolières en phase d'exploration et 2,17% pour les prestataires de services des entreprises pétrolières en phase d'exploitation. Et en plus de ces aménagements, il faut dire qu'on a institué également une solidarité pour la déclaration de cessation d'activité des entreprises pétrolières. Parce que ça va que surtout lorsqu'il s'agit des entreprises pétrolières, des prestataires de services pétroliers étrangers, lorsqu'ils cessaient leur activité, ils ne faisaient pas de déclaration. Donc, pour éviter ces situations de non-déclaration, on a décidé de rendre les compagnies pétrolières solidaires de la déclaration de cessation d'activité des entreprises de prestation de services pétroliers, surtout lorsqu'elles sont étrangères. Toujours pour rationaliser le régime fiscal ivoirien, on a renforcé les sanctions en matière d'opposition au paiement de loyer. Alors, il faut savoir qu'il est prévu dans le livre de procédure fiscale la procédure d'avis à tiers détenteur, qui est un mode de recouvrement forcé de l'impôt foncier, qui consiste donc à prélever, à obliger le locataire à reverser les loyers à l'administration fiscale en cas de non-paiement des impôts fonciers. Alors, l'administration fiscale, le législateur a constaté que certains propriétaires expulsaient le locataire lorsqu'ils exécutaient de bonne foi ses avis à tiers détenteur. Alors, pour les dissuader de cette pratique, ils ont décidé d'appliquer les sanctions en matière de résistance à l'impôt aux propriétaires qui expulsent leur locataire pour avoir exécuté de bonne foi un ATD. Alors, c'est une amende de 500 000 francs à 30 millions de francs avec des peines d'emprisonnement. Et en cas de récidive, le délai d'emprisonnement l'emprisonnement est plus lourd et les amendes sont également plus lourdes. Alors, voici, on arrive là maintenant à la mesure, si vous voulez, la mesure phare de l'année fiscale de 2021, qui est celle qui a consisté à réformer la fiscalité applicable aux PME. Alors, il faut dire que les PME ont toujours plus d'une vingtaine d'années. Les PME en Côte d'Ivoire ont bénéficié de beaucoup de mesures de faveur. Les CGA, les systèmes financiers décentralisés, des mesures de faveur dans le code des investissements. Mais on ne peut pas citer toutes ces mesures, mais là, je dirais que le point commun de ces mesures était de permettre d'assurer la promotion des PME, c'est-à-dire leur permettre de grandir, d'abord de sortir de l'informel, de se faire connaître de l'administration et ensuite d'avoir à se développer en accédant, si possible, au statut de grande entreprise. Mais le législateur a estimé que le système en vigueur avant l'année fiscale 2021 n'était pas rentable. Dans un premier temps, à remplacer le régime de l'impôt synthétique
par les régimes de l'entrepreneur et de la micro-entreprise. Herman, il me semble que ce régime s'applique aux petits commerçants et artisans. Je propose qu'on passe rapidement. Est-ce que c'est la dernière mesure que vous présentez? C'est la dernière mesure. Oui, c'est la dernière mesure. Je te propose de passer rapidement parce qu'on garde le temps pour du temps pour poser des questions. Donc je te laisse conclure. D'accord. OK. Donc, pour le nouveau régime, il y a un régime de l'entrepreneur qui concerne les petites entreprises et puis un régime de micro-entreprises pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel TTC de 50 à 200 millions. Alors, l'institution de ce régime a une incidence également sur le régime réel d'imposition. C'est que désormais, pour relever du régime du réel simplifié d'imposition, il faut réaliser plus de 200 millions. Et le réel normal, c'est 500 millions désormais. Il y a également une incidence sur le régime de l'IMF. On applique désormais le même taux de l'IMF aux entreprises qui sont RSI ou RNI. C'est également le même minimum de perception qui est applicable au RSI. Ensuite, on a aménagé le régime d'exigibilité de l'IMF. Désormais, vous payez l'IMF lorsque le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre de l'exercice hors impôt des tiers est inférieur au montant maximum de l'impôt des micro-entreprises, déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d'affaires du régime de l'impôt des micro-entreprises. Alors voilà un peu, si vous voulez, de façon succincte, le nouveau régime applicable aux PME. Et finalement, lorsque on va poser la question, on pourra rentrer plus dans les détails. Je vous remercie. OK, merci Herman. Je voudrais juste faire deux ou trois petites précisions qui sont vraiment importantes. Concernant l'IMF, alors l'impôt minimum forfaitaire, le régime général, il faut savoir que l'année dernière, cet impôt était suspendu. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, toutes les entreprises doivent payer un impôt minimum forfaitaire qui est égal à 0,5% du chiffre d'affaires. Et donc, sur la demande donc, du patronat ivoirien, le gouvernement avait décidé donc la suspension de l'impôt minimum forfaitaire pendant une année. Question de voir s'il fallait supprimer définitivement l'IMF. Et cette année, vous verrez que les entreprises sont de nouveau assujetties à l'impôt minimum forfaitaire. Alors, ça n'apparaît pas dans la loi des finances, l'année fiscale, la loi de finances, parce que, évidemment, il n'y a pas de disposition expresse consacrée à cet impôt-là. Tout simplement, ça n'a pas été reconduit. Voilà. Et comme ça n'a pas été, la suspension n'a pas été reconduite, on considère que l'impôt redevient actif. Donc, c'est vraiment, il faut faire très, très attention. C'est un impôt qu'il faudra donc payer. Il faut savoir qu'on ne paye l'IMF que quand on est déficitaire en général, puisque c'est un impôt qui est calculé sur la base du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une précision importante qui était importante d'apporter. La deuxième précision que je voulais faire, concernant le réaménagement donc, du contentieux, bon, on est passé un peu rapidement dessus parce qu'on ne voulait pas rentrer dans les détails, mais désormais, il faut savoir que l'administration se donne des étapes au sein donc des différentes directions pour pouvoir examiner les questions qui sont en contentieux. Donc, vous avez les directions régionales qui vont examiner votre requête. Si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec les redressements qui sont effectués, et après les directions régionales, vous pouvez donc saisir le directeur général des impôts. Bon, il y a également les directions centrales pour des contentieux qui sont beaucoup plus importants, qui interviennent également dans les contentieux qui existent à ce niveau-là, et qui vous permettent aussi donc d'avoir une première étape avant de toucher le directeur général des impôts. Donc, c'est vraiment important de dire que c'est un réaménagement qui a été fait pour rendre beaucoup plus aisé la partie des contrôles fiscaux et permettre aux différentes administrations de traiter avec beaucoup plus de diligence les différents cas. Voilà, donc c'est vraiment les deux précisions que je voulais apporter donc à l'ensemble de l'exposé qui a été fait. Je vous repasse la parole, Pat. Un grand merci pour cette présentation exhaustive et très détaillée. Bien entendu, nous pourrons envoyer la présentation aux participants et ils auront la possibilité de consulter dans les détails les différentes mesures introduites par la loi de finances ivoirienne. Alors, sans plus tarder, je vais prendre les questions sur le chat. La première question, alors, à partir de quelle date les mesures introduites dans la loi de finances 2021 sont-elles applicables?
est-ce qu'elles sont applicables également sur les données de 2020, par exemple? Ça, c'était la première question. Je vous laisse répondre à la question et je poserai la seconde. Oui, ben, l'année fiscale, en fait, c'est une année fiscale qui est applicable à compter donc de l'exercice 2021. Donc, il y a une note de l'administration fiscale qui a indiqué donc la date d'entrée en vigueur. Je crois que c'est le 8 janvier, si je ne m'abuse. Donc, les dispositions sont donc applicables donc dès le début donc de cette année, donc de 2021. Normalement, c'est une loi fiscale, donc elle n'est pas rétroactive hein, en principe. Mais il faut chercher, alors ça dépend des dispositions. Hein. Je pense que certaines dispositions en général peuvent être rétroactives. Quand c'est le cas, la disposition l'indique, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense que le principe, hein, qui est une règle qui est quand même générale, c'est que la loi fiscale s'applique donc pour l'avenir. Donc il faut considérer ce principe-là comme applicable ici. Très bien. Alors, deuxième question concernant l'IMF. Est-ce que toutes les sociétés y sont soumises théoriquement ou cela concerne que les PME et micro-entreprises? Alors, normalement, tout le monde est soumis à l'impôt minimum forfaitaire. C'est un impôt qui a un régime général. Tout à l'heure, j'ai indiqué le taux, hein, c'est 0,5% du chiffre d'affaires, donc des entreprises. Oui, évidemment, il y a un minimum et un maximum. Maintenant, pour les micro-entreprises, tout à l'heure, on vous a présenté la fiscalité des PME. Il y a effectivement un impôt minimum forfaitaire qu'on essaie d'instituer, en tout cas que la loi sur les PME a essayé d'instituer pour certains types de PME. Mais bon, ça reste en fait quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, qui est moins dosé pour les PME que pour les grandes entreprises. Donc, pour le public qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est soumis à un impôt minimum forfaitaire. Voilà. Parfait. Alors, autre question. L'IMF était suspendu l'année dernière. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Alors, c'est la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure hein, dans mon commentaire. J'avais anticipé un peu cela puisque aucune des dispositions de l'année fiscale actuelle n'en parle. Donc, effectivement, je confirme que l'impôt minimum forfaitaire sera payé cette année par les entreprises. OK. Autre question. Alors, par exemple, une société qui a un résultat fiscal déficitaire en 2020, doit-elle payer l'IMF en 2021 au titre de l'exercice 2020? Alors, en principe, alors il y a eu pas mal de changements sur ce sujet-là. On attend que l'administration se prononce là-dessus, mais normalement, en matière d'impôt sur les bénéfices, il y a eu différentes règles hein, par le passé. Lorsque un texte intervient, en tout cas en matière d'impôt sur les bénéfices, très souvent, ce texte-là régit, on va dire, l'exercice précédent. Donc, je pense que, alors c'est une précision qu'il faudra apporter. Je ne sais pas si, je crois qu'on n'a pas eu tous les commentaires de l'administration là-dessus. Je ne sais pas si Adeline, on a eu le dernier commentaire de l'administration sur ce point précis. Mais a priori, normalement, on devrait payer l'impôt minimum forfaitaire sur les résultats de 2020, en principe. Voilà. Mais c'est une précision qu'on pourra vous apporter. Effectivement, Dominique, parce que la mesure l'année dernière, quand on nous parlait de suspension, la suspension a finalement concerné l'impôt qui devait être payé courant 2020 au titre de l'exercice 2019. Donc, l'année dernière, les entreprises qui étaient déficitaires, du fait de la suspension, n'ont pas eu à payer un IMF courant 2020. Parce qu'il faut savoir que l'impôt sur les bénéfices comme l'IMF se paye après la clôture de l'exercice. Donc là, pour 2020, les entreprises le paieront à partir d'avril, juin et septembre. Donc, c'est payé en 3 fractions. Et l'année dernière, les entreprises qui étaient déficitaires ont fait la déclaration, on va dire, courant avril, mais elles n'ont rien payé. Donc, cette année, vu que la suspension n'existe plus, les entreprises qui seront déficitaires au titre de l'année 2020 devront, sauf mesures exceptionnelles prévues ou précisions données par l'administration fiscale, payer l'IMF à partir d'avril.
Alors, le petit problème que ça pose, hein, juste vraiment au niveau des entreprises, c'est que, bon, vous savez qu'en général, les impôts sont provisionnés. Donc, c'est vrai que dans l'attente de cette année fiscale, il se peut que pas mal d'entreprises n'aient pas provisionné cet impôt parce que, justement, elles espéraient que la suspension soit reconduite cette année. Bon, ce n'est pas le cas. Bon, il faudra voir comment régler ça sur le plan comptable. Mais bon, de toute façon, c'est un impôt qu'il faudra en tout état de cause payer. Voilà. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a, non, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Avez-vous d'autres questions? Dominique, moi j'ai peut-être une question, parce que les remontées que j'ai par rapport aux entreprises CFC, c'est que quelquefois, l'application des conventions de non-double imposition, alors je n'ai pas le détail, hein, mais je comprends que l'application des conventions de non-double imposition, enfin de la convention entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, peut poser problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, du point de vue, en tout cas, de l'administration fiscale ivoirienne, en principe, hein, ça ne devrait pas poser de problème et je pense que ça n'en pose pas. Alors, c'est vrai que quand vous avez un contentieux avec l'administration fiscale, vous êtes en face d'un vérificateur. Donc, il y a cette partie, en fait, cette première partie qui moi j'appelle la partie du contradictoire. Et pendant cette partie, évidemment, c'est un peu de bonne guerre. Hein. Les vérificateurs ont tendance à exclure en fait, les conventions fiscales ou à faire semblant de ne pas reconnaître l'existence des conventions fiscales. Et dans ce cas-là, effectivement, ces vérificateurs-là font des redressements ou proposent des redressements sans justement tenir compte des clauses souvent favorables des conventions fiscales. Donc, je pense qu'il faut résister. Quand vous êtes en conflit avec l'administration fiscale, il faut évoquer la convention fiscale parce que cette convention, elle est en vigueur et elle est applicable. Si vous n'arrivez pas donc à faire passer, je dirais, le message, vous n'arrivez pas donc à faire valoir votre droit au moment de la procédure donc, de contradictoire avec le vérificateur, il y a une procédure de recours qui est là. Et très souvent, quand on fait un recours sur ces sujets-là, un recours hiérarchique, effectivement, on prend en compte évidemment les dispositions des conventions fiscales. Alors après, il y a une question d'interprétation. Alors ça, c'est vrai. Comme toutes les conventions fiscales, vous avez souvent des problèmes d'interprétation. Je prends un exemple. On vous parle par exemple de redevance. Qu'est-ce qu'on appelle une redevance? Est-ce qu'une redevance, c'est tel type de prestation ou pas? Après, il faut affronter cette convention avec la réalité de l'entreprise, avec la réalité de l'opération qui est en face. Et là, évidemment, il peut y avoir des divergences d'interprétation. Mais là, effectivement, ce sont des questions de fait. Mais du point de vue du droit, il faut savoir que la convention est en vigueur. Et en tout cas, du côté de la Côte d'Ivoire, elle doit être effectivement appliquée et elle l'est. Alors, Mahat, tu as vécu plusieurs fois le groupe de travail finance et je sais qu'il y avait des questions de temps à autre de la part de diverses entreprises et même des fonds d'investissement. Peut-être que tu peux aussi nourrir la discussion avec les questions qui ont pu émerger. Je te laisse. Parce que tout à fait, en fait, la question, justement, c'est le point que vient de soulever Dominique à l'instant, parce que je pense que le point qui suscite toujours des interrogations, c'est le point relatif aux redevances. Et souvent, l'administration, et on le vit aussi côté marocain, il arrive que l'administration fiscale fasse une interprétation large de la notion de redevance qui est prévue par la Convention. Donc, déjà, bon, Dominique nous a rassurés sur l'application de la Convention. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet, que on considère que côté ivoirien que ces dispositions doivent s'appliquer. Donc, on est obligé de s'y tenir. Maintenant, effectivement, il y a toujours un sujet autour de l'application notamment de l'article sur les redevances, ces histoires de transfert de savoir-faire, est-ce qu'il y a un transfert savoir-faire, est-ce qu'il n'y a pas de transfert savoir-faire, etc. Et je pense que c'est vraiment au niveau de l'interprétation de l'article sur les redevances qu'on peut avoir un sujet. Mais de ce que je comprends, Dominique, vous arrivez quand même à faire appliquer les dispositions conventionnelles en cas de recours. Tout
Tout à fait, tout à fait, hein, je le confirme. De façon générale, en Côte d'Ivoire, on respecte toutes les conventions fiscales. Hein. Je crois qu'on n'a absolument aucun sujet là-dessus vis-à-vis de l'administration fiscale et on est très confortable là-dessus. Il faut effectivement que les entreprises structurent mieux les conventions qui sont conclues donc entre elles, entre les sociétés mères et les filiales. On se rend compte dans la pratique qu'il y a effectivement certaines dispositions qu'on ne prend pas en compte quand on structure ces conventions-là, mais je crois que c'est vraiment important de mieux les structurer pour éviter justement de tomber dans les abus d'interprétation, parce que bon, il y a toujours effectivement cette marge d'interprétation qui vient justement poser problème lorsqu'il s'agit justement de vérifier si une opération en question, une opération déterminée est passible donc d'un impôt ou pas, d'une retenue à la source ou pas. Donc, je pense que c'est vraiment important de travailler en amont sur les conventions pour éviter justement des désagréments en aval. J'imagine qu'au niveau, à votre niveau, je ne sais pas s'il y a des circulaires, des notes circulaires de l'administration qui confirment les règles retenues dans les conventions et qui interprètent les dispositions conventionnelles. C'est quelque chose qui existe chez vous ou pas? Et deuxièmement, quand on saisit officiellement l'administration ivoirienne sur une question relative à la convention fiscale, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une réponse? Est-ce qu'elle est obligée de répondre ou est-ce qu'on n'a pas toujours de réponse en pratique? Alors, sur la doctrine fiscale en matière de convention, sur les doubles impositions, il n'y a pas de commentaire en tant que tel de l'administration là-dessus. Donc, je pense que ce que l'administration fait, en fait, et c'est vrai que je comprends, c'est un exercice difficile de faire donc une doctrine fiscale lorsqu'il y a une convention fiscale qui existe. Je pense que tu le sais aussi, Mahat, il y a le commentaire de l'OCDE, puisque toutes les conventions fiscales sont souvent sur le modèle un peu de l'OCDE. Donc, on a déjà des commentaires au niveau de l'OCDE qui sont faits avec une certaine objectivité, qui permettent quand même de savoir la portée de certaines dispositions. Donc, c'est vrai que l'administration fiscale ivoirienne n'a pas prévu de doctrine, c'est-à-dire un document où elle commente un peu ces conventions-là. En revanche, si une question est posée à l'administration fiscale concernant une question précise, je dirais, d'une convention fiscale, l'administration y répond. En tout cas, elle répond à cette question-là. Alors, le délai de réponse, bon, je ne sais pas si c'est pareil un peu partout, mais souvent, ça met beaucoup de temps. L'administration ne répond pas toujours dans les temps. Justement, cela pose problème quand on est dans l'urgence. Il ne faut pas être dans l'urgence. Ça peut mettre 1 mois comme 6 mois ou 7 mois. Vraiment, on n'a pas de délai type, mais ce qu'on fait, c'est qu'on relance quand même le plus souvent quand on soumet ce genre de cas-là pour que ce soit fait rapidement. Mais justement, je parlais de déconcentration au niveau des services de l'administration pour que ce soit un peu fluide. Je pense que l'administration s'organise de mieux en mieux aujourd'hui pour pouvoir répondre un peu plus rapidement justement aux demandes de rescrit qui lui sont effectuées par les entreprises. Donc, oui, c'est possible de faire un rescrit. Bon, après, le délai, il faut le gérer, effectivement. Très bien. Il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit, qui est relative au prix de transfert. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire en matière d'obligations documentaires? Parce qu'il me semble que Adeline a fait référence aux opérations transfrontalières. Et surtout, dans le cadre des contrôles fiscaux, j'imagine que les ajustements de prix de transfert sont fréquents. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les prix de transfert d'une manière générale et la documentation des prix de transfert en particulier? Je laisserai la parole à Adeline, qui est la spécialiste maison prix des transferts. Donc, je crois qu'elle en dira avec beaucoup plus de détails. Adeline, je te laisse répondre à cette question. Très bien. Écoute, Matt, effectivement, on a une réglementation en Côte d'Ivoire sur les prix de transfert. On a le fameux article 38 du Code général des impôts qui impose en fait le principe de pleine concurrence dans les transactions intragroupes. En termes d'obligations documentaires, on va dire depuis la loi de finances de 2017, il y a les entreprises en fait qui opèrent sur le territoire de Côte d'Ivoire ont l'obligation de fournir en fin d'exercice un état qu'on appelle l'état des transactions internationales intragroupes,
qui récapitule l'ensemble en fait des transactions qui ont été réalisées par l'entreprise ivoirienne avec d'autres entreprises de son groupe, mais qui sont situées cette fois-ci à l'étranger. Et jusqu'à l'année dernière, la conséquence en fait du non-respect de cette obligation-là, c'était juste, on va dire, c'était la non-déduction de la charge. Donc, si vous avez réalisé un achat auprès d'une entreprise liée, donc une entreprise de votre groupe, si vous ne déclarez pas sur l'État, c'était sanctionné par la non-déduction de la charge. Si vous ne faites pas l'État, c'est pareil. Si vous communiquez un montant qui n'est pas le bon, c'était également pareil. Avec 2021, le législateur a renforcé un peu. Donc, vous avez non seulement la non-déduction de cette charge-là, mais vous avez également une amende de 4 500 € pour ne pas avoir souscrit à l'obligation. Maintenant, quand l'administration fiscale vient faire un contrôle chez vous, et au cours de son contrôle, a des éléments en fait qui lui font penser qu'il y a eu un transfert indirect de bénéfices ou il y a une suspicion sur les opérations, elle peut demander au contribuable de lui fournir en fait un certain nombre d'opérations relative justement à la transaction qui a été réalisée, qui peut aller de la présentation du groupe, du rôle des différentes parties dans la transaction, des modalités de détermination. Donc, sur la base de ce contenu, en fait, que l'administration peut vous demander, on estime qu'il y a une obligation de documentation des prix de transfert, mais la documentation n'est pas forcément requise en dehors il n'y a pas une obligation de dépôt formelle de la documentation en dehors de tout contrôle, mais si vous faites l'objet d'une vérification et que l'administration a une suspicion sur une transaction, vous êtes tenu de lui fournir une documentation justifiant justement que la transaction que vous avez réalisée avec l'entreprise liée a été faite sur la base en fait du principe de pleine concurrence. À côté de ça, les entreprises qui ont un certain seuil doivent faire une déclaration du country by country report. Je pense que le seuil doit être à peu près le même qu'en France, ça doit être 750 millions d'euros, un truc comme ça. Ces entreprises multinationales, voilà, doivent déclarer en fait cet état-là. Et effectivement, actuellement, il y a énormément de contrôles en matière de prix de transfert et dans beaucoup de secteurs d'activité, dont le secteur en fait des commodities. En fait, tout ce qui est matière première, en fait, tout ce qui est exportation, il y a énormément de contrôles et les montants sont astronomiques. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros, en fait, que le fisc réclame souvent. Donc, je pense que l'administration aujourd'hui est en train de faire aussi ses armes dans ce domaine-là qui est loin d'être simple. Donc, tout le monde navigue un peu à vue. Donc, on peut partir de montants très, très importants, mais après, en justifiant, en fournissant des éléments qui permettent quand même à l'administration de bien documenter notre situation, de bien démontrer que vraiment, on a agi avec une entreprise du groupe, mais ce n'était pas une entité liée. On arrive quand même, dans certains cas, à revenir à des montants de redressement qui sont corrects, voire à pas de redressement quand on estime que la méthode que l'administration a utilisée n'est pas pertinente. Mais c'est vrai que le sujet est très en vogue et aujourd'hui, tout le monde le fait et ce n'est même pas propre qu'à la Côte d'Ivoire. On va dire tous les pays voisins, Mali, Burkina, Bénin, tous ceux-là aujourd'hui sont dans la mouvance et il y a de plus en plus de contrôles en fait qui vont sur ce terrain-là. Parfait. Alors, je vérifie s'il y a d'autres questions. L'amende pour défaut de déclaration mensuelle de TVA de 1 500 € est applicable chaque mois ou une fois par an avec la majoration de 150 € par mois de retard. C'est chaque mois omis. Donc, si vous deviez faire une déclaration, on va dire néant, sur le mois de janvier et que vous ne l'avez pas faite, vous êtes passible de cette amende-là à partir de février. Et tant que vous ne régularisez pas la situation, jusqu'au prochain contrôle, par exemple, que le fisc fera, vous paierez les 150 €. Donc, si le fisc fait le contrôle 2 ans après, ils vont s'asseoir et ils vont calculer les 1 500 € plus les 150 € jusqu'à la période à laquelle ils font leur contrôle. Si vous avez régularisé en temps, bon, vous ne serez pas inquiété. Mais chaque fois que vous aurez omis de faire la déclaration, l'administration fiscale sera en droit de vous le réclamer au titre de la période pour laquelle la déclaration n'a pas été faite. Donc, ça peut aller chercher très loin en termes d'amende quand on sait que bon, c'est des montants qu'on paye et qu'après, fiscalement, on ne peut pas les déduire. Donc, la sanction devient assez lourde. Alors, Maï, Matt, je voudrais juste préciser quelque chose ici, une pratique qu'on constate au niveau des grands groupes souvent qui interviennent sur le marché ivoirien, c'est qu'il peut arriver que pour certaines opérations, ils soient exonérés d'un certain type d'impôts. Ça peut arriver, hein, même de façon conventionnelle. La règle, c'est que même quand on est exonéré d'impôts, il faut quand même faire
la déclaration. Donc, il y a une obligation déclarative. Ce n'est pas parce qu'on est exonéré de TVA qu'il ne faut pas faire la déclaration de TVA. Ce n'est pas parce qu'on est exonéré de la retenue à la source qu'il ne faut pas faire la déclaration. Donc, quand vous êtes exonéré, même de l'impôt sur les bénéfices, il faut quand même faire la déclaration et puis mentionner que vous êtes exonéré de cet impôt-là. Donc, je crois que c'est pour ça que cette amende a été fixée pour la TVA, mais c'est une règle générale qu'il faut appliquer quand vous avez des opérations qui sont exonérées. Parfait. Alors, peut-être une toute dernière question. Y a-t-il des mesures spécifiques au secteur des télécommunications ou aux activités des établissements de monnaie électronique? Cette année, Adeline, je ne crois pas. Non, pour cette nouvelle loi de finances, il n'y a pas une mesure spécifique pour ce secteur-là, non. Il y a eu quelque chose, mais ça concerne d'autres secteurs comme la pharmacie et autres, mais pas les télécoms. Alors, sur le secteur des télécoms, il y a eu des propositions qui ont été effectuées, qui ont été faites. Il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites par le secteur des télécoms, qui est l'Unetel. Ils ont demandé effectivement la baisse de certaines charges fiscales parce que bon, le secteur des télécoms est considéré en tout cas par les acteurs de ce secteur-là comme étant un secteur qui est surimposé. Je rappelle à ce sujet-là que le taux de l'impôt sur les bénéfices donc, pour le secteur des télécoms est de 30%, là où pour le droit commun, on est à 25%. Donc depuis quelques années, le secteur donc, des télécoms demande au gouvernement ivoirien de baisser donc le taux de l'impôt sur les bénéfices, donc de l'aligner sur le taux de droit commun qui est de 25%. Il y a eu des assurances qui ont été données par le gouvernement ivoirien depuis plus de 3, 4, je dirais même 5 ans. Mais bon, je vous parlais tout à l'heure de la pression fiscale que l'on considère comme étant très, très faible. Hein. L'administration veut le couvrir davantage. Donc, pour l'instant, ils ne veulent pas le faire parce que, bon, ils se disent déjà, on a besoin d'argent. Si on doit réduire le taux de l'impôt du secteur des télécoms de 30 à 25%, ça fera ça en moins dans les recettes fiscales, alors que, bon, on a besoin d'augmenter la pression fiscale. Donc, ça diffère d'autant, je dirais, ce sujet-là sur l'avenir. Mais bon, effectivement, c'est une question qui est suivie de très près par le patronat ivoirien. Et puis, on espère que, bon, ça le sera d'ici les années à venir. Parfait. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Un très, très grand merci, Dominique, Adeline et Herman, pour cette présentation et pour toutes ces réponses. On se permettra de partager la présentation avec les participants. Et bien entendu, s'ils ont des questions, ils n'hésiteront pas à vous contacter directement. Et je recède la parole à Lamia pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehet. Merci, Dominique, Adeline et Herman. Merci à PwC pour cette contribution. Et j'en profite, moi, pour faire un appel, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, à rejoindre le groupe de travail finance, hein, qui est déjà opérationnel depuis un bon moment. Voilà, donc l'idée par Mehet. Et encore une fois, merci pour ton engagement, Mehet. Et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, effectivement. Merci à tous beaucoup. Et au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.